Et pour conclure cette matinée, j'aimerais qu'on regarde le récit de Stéphane Rosès qui est extrêmement passionnant puisqu'il est allé questionner, écouter d'abord comment les décideurs et les leaders d'opinion appréhendent les alliances d'intérêt général. Donc voyons le récit de Stéphane Rosès sur le mouvement d'alliance. Stéphane Rosès, nul n'est besoin de présenter le politologue que vous êtes. En tant que président de CAP, vous avez accepté de faire une analyse sur la façon dont les décideurs et leaders d'opinion appréhendaient la question des alliances d'intérêt général. Alors, selon eux, quelle est finalement cette dynamique de co-construction entre associations, entreprises, collectivités territoriales et institutions? Où en sommes-nous en France et quel est leur avis sur le sujet? D'abord, la première chose qui nous a étonnés, Charles Benoît, c'est qu'au fond, ces leaders et décideurs, très, très variables, hein, vous nous l'aviez demandé de conduire des entretiens auprès de hauts fonctionnaires, un ancien premier ministre, industriel, porteur de projets, élus locaux, évidemment journalistes, grands éditorialistes ou spécialistes des collectivités territoriales. Premier point d'étonnement, c'est que leur avis converge. Nonobstant les diversités d'expériences, au fond, ils constatent tous que les alliances à la fois existent, mais se développent et sont nécessaires. Alors, finalement, pourquoi ? D'abord, ils nous disent qu'émergent de nouveaux sujets d'intérêt général et de commun qui se développent sur les territoires. Alors évidemment, on pense à l'écologie, mais ils nous citent aussi le grand âge, la formation, le besoin des territoires de se réapproprier, notamment autour de l'industrie, des formes de souveraineté territoriale, les sujets numériques. Donc d'abord, premier élément, de nouveaux sujets émergent qui n'étaient pas pris en charge. Deuxièmement, l'État semble, lui, se retirer de tout un tas de missions et de territoires. Troisièmement, les territoires eux-mêmes ont compris que pour se développer de façon harmonieuse, ils devaient être en capacité de s'insérer dans des processus où les différentes parties prenantes des territoires se déployaient, évidemment dans un contexte de concurrence entre ces territoires. Ensuite, les entreprises elles-mêmes ont compris qu'elles devaient ancrer leur raison d'être au travers de rapports avec des parties prenantes fort diverses. La révolution numérique, évidemment, est un élément qui habitue notamment les jeunes générations à penser ensemble la résolution d'un certain nombre de sujets. Évidemment, la transition énergétique, on le sait, les territoires sont très mobilisés sur ces questions. Donc, les alliances se déploient au travers de cette révolution numérique, transition énergétique. Enfin, tous nous disent, les alliances représentent des gains de temps, d'efficacité, d'énergie, d'argent également pour ces acteurs, mais elles sont source d'optimisme, c'est-à-dire que tout le monde constate la dynamique euphorisante quand les acteurs prennent en main sur des sujets communs des grands projets, au fond. Alors j'imagine demeure des obstacles à cette appréhension de l'alliance. Oui, effectivement, Charles Benoît, et je dirais, au travers des entretiens menés, qui étaient des entretiens approfondis, les obstacles sont essentiellement de nature culturelle, pas de nature économique, sociale, mais vraiment de nature culturelle, centrée autour, au fond, d'une hégémonie de l'État, mais un État qui a beaucoup perdu de sa vision, qui semble être dominé par une technostructure, qui fait qu'au fond, une vision comptable semble l'emporter, qui peut avoir tendance à confondre, par exemple, dépenses et investissements. Deuxième obstacle, pour répondre à votre question, au fond, un esprit très français de chapelle, hein, de chasse gardée des institutions, un esprit un peu gaulois. Évidemment, il demeure des entreprises chez elles pour qui, je dirais, le cap demeure
les intérêts de court terme, de valorisation de l'entreprise ou de création de valeur très, très immédiate. Enfin, quatrièmement, la plupart nous disent, notamment chez les politiques ou les chefs d'entreprise, que les Français ne sont pas beaucoup portés à partager ce qui marche. Les choses se font un tout petit peu par en bas, on mutualise pas les expériences. Cinquièmement, au plan national, on mésestime les identités locales, les identités territoriales, les esprits des lieux. On n'aime pas trop ça, au fond, et quand les acteurs arrivent en développant cette réalité, c'est pas bon. Et enfin, il y a un problème, mais qui est assez vite levé, c'est que spontanément, les citoyens sont un peu défiants. Donc, quand un projet se met en marche, ils regardent avec une grande attention qui en est, et je dois dire que plus c'est national, plus la défiance est là, mais c'est de courte durée. Au fond, ce sont des réticences culturelles assez rapidement levées par la dynamique propre des alliances. Alors, dans cet équilibre entre les leviers et les obstacles, finalement, quelles sont les clés de réussite pour ces alliances d'intérêt général? Au fond, des questions très humaines auxquelles on ne s'attendait pas forcément, en tout cas nous, qui, contrairement à vous, ne sommes pas depuis tant d'années au contact et à impulser des alliances. Le premier facteur, ils nous disent tous, la culture territoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'ici, là, se mettent en marche des projets d'intérêt général et autour du commun. Il y a quelque chose qui va cristalliser, aimanter des acteurs qui partagent une façon d'être et de faire. Deuxièmement, également un facteur humain, c'est au fond, il y a au départ souvent un homme ou une ou deux personnes, femmes, hommes, jeunes, plus âgés, qui sont à l'initiative, ont une vision, disent il faut faire quelque chose, et en même temps, ils portent ce projet. Troisièmement, la question du tiers de confiance. Qui, au fond, à qui on fait confiance? Il y a des acteurs nombreux. Il faut que cette confiance, ce tiers de confiance, existe. Et puis, il y a toujours la nécessité de faire un pas de côté. Une alliance ne fonctionne pas si on reste dans les ornières des habitudes. Il faut toujours qu'il y ait qu'un chemin se dégage, justement, légèrement oblique. Vous devez voir à quoi je fais référence. Et puis, il y a forcément une culture de la confiance. Cette culture de la confiance, c'est on est d'accord sur tel projet, de s'assembler, et c'est presque la condition de départ qui émane du projet. Et enfin, pour que ça marche sur le moyen long terme, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'action de départ ou la réaction à un problème immédiat et une vision qui se dégage peu à peu de moyen de long terme. Le terme cohérence est beaucoup revenu dans la plupart des entretiens pour que, au fond, l'alliance, ça marche. Alors, comment les décideurs et leaders d'opinion envisagent-ils de valoriser ces alliances d'intérêt général, mais au plan national cette fois-ci? Vous avez beaucoup parlé du territoire, cette incarnation locale, mais au plan national, que faut-il faire? Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, au fond, ils nous disent tous, les alliances sont nécessaires, elles doivent se déployer, et en même temps, au plan national, on n'en parle pas comme il faudrait. Alors pourquoi? Spontanément, eux-mêmes avancent des raisons. Une première raison historique, était un peu dit tout à l'heure, mais d'une autre façon, c'est que l'État aurait chez nous le monopole de l'intérêt général. Alors, on réfère que la France est constituée autour de l'État, de la monarchie, puis la République, et puis que l'État a précédé la nation. Et donc, ce monopole de l'État ferait que spontanément, quand quelque chose ne va pas,
beaucoup disent c'est à l'État de faire et donc on rouspète et spontanément on se dit pas, on y va. Deuxièmement, des raisons culturelles. On fonctionne en tribu gauloise. On pense chacun que on a la bonne idée, on a la bonne conception des choses et on va le faire prévaloir. C'est très différent d'autres exemples étrangers, nous dit-on, par exemple nos amis allemands outre-Rhin qui ont spontanément à fonctionner de façon beaucoup plus horizontale. Nous, il y a la verticalité de l'État et puis il y a la verticalité de chaque petite tribu gauloise qui pense que mais non, mais elle sait, on ne va pas quand même, qu'est-ce qu'on va apprendre des autres. Et puis, on met en avant des éléments de communication, mais toujours vécus comme au fond une conséquence. C'est que on n'aime pas spontanément dire voilà, ça marche, il faut vous en inspirer. On pense qu'on a, du fait de sa propre singularité, des choses qui sont pas véritablement partageables. En fait, un peu comme si, pour vivre heureux, il fallait vivre un tout petit peu caché. Bon, alors là, on se trouve dans une situation où, au fond, spontanément, nos interlocuteurs, décideurs, leaders d'opinion s'accablent du fait que ça soit pas pris en charge, mais spontanément disent oui, mais au fond, c'est un peu comme ça. Et alors, quels pourraient être les leviers quel récit faudrait-il faire pour pouvoir faire appréhender les atouts de ces alliances interrégionales qui, néanmoins, localement, ont une force très forte et qui ont besoin de résonner à un moment donné ou sur le plan national? Alors, ce que l'on a constaté, alors ça a été sans doute aussi une de nos plus grandes surprises, c'est que, alors qu'on pensait que c'était souhaitable et possible, la publicisation au plan national des alliances au plan local ou national, mais la publicisation ne peut pas se faire comme le simple prolongement de ce qui a été fait. On a été très étonnés. Donc, on n'a pas pu se contenter seulement d'écouter ce que nous disaient nos interlocuteurs. Mais au fond, on s'est aperçu que d'eux-mêmes, même les plus investis, même les plus mobilisateurs n'éprouvaient pas forcément le besoin spontanément de dire « oui, il faut en parler au plan national ». Donc ça nous a étonnés. Au fond, on avance deux intuitions, deux hypothèses. La première, c'est que pour eux, tout se passe comme si, d'abord, les alliances reposant sur des singularités locales, ce serait contradictoire de les publiciser au plan national, puisque notre culture nationale, c'est au contraire, pour des raisons d'égalité, une confusion avec la standardisation. Au fond, il y aurait une méfiance, mais que portent eux-mêmes, qu'intériorisent eux-mêmes, la mise en valeur des singularités qui ne pourraient pas faire l'objet, au fond, d'un discours national. Deuxièmement, tout se passe comme si les alliances, le succès reconnu des alliances existait en soi, mais pas pour soi. Comme si les alliances étaient au fond des réponses de dysfonctionnement de notre culture nationale, de l'État, de sa technostructure. Des choses arrivent, sont pas prises en charge, ou bien des choses dysfonctionnent. Et donc, comme si les alliances étaient une résultante, et non pas un moteur en soi. Donc, vous voyez, on est face à une sorte de double plafond de verre, et dans le même temps, tous nous disent on rentre dans une nouvelle période. Et c'est à partir de ce moment-là où tous nos interlocuteurs comprennent, ou en tout cas nous disent que cette nouvelle période nous oblige à changer nos façons de faire, pas nos façons d'être. Parce que dans la situation avant, tout se passait comme si mettre en exergue les alliances, c'était rentrer dans une contradiction entre ce que l'on est
au plan national et ce que l'on fait au plan local. Là, avec la crise pandémique, avec donc crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise sociale, crise environnementale, crise migratoire, défis numériques, défis évidemment climatiques, tout se passe comme si tous disaient il faut changer nos façons de faire, sinon on ne va pas y arriver. Et ce qu'il y a de très intéressant là, c'est qu'à partir de ce moment-là, les alliances deviennent un moteur qui oblige aussi l'État à revenir à ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils nous disent tous, en fait, pour y arriver, il y a déjà des alliances qui existent. Elles ont fait la démonstration qu'elles permettaient d'innover, d'avancer ici et maintenant, permettant aux acteurs de sortir de leur défiance en étant confiants sur eux, sur leur territoire, mais ça oblige aussi à l'État de revenir à ses fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est des fondamentaux de moyen, de long terme. L'État doit revenir à sa vocation stratégique de donner les ressources, de faire en sorte que chacun puisse s'approprier son destin, dont les alliances sont ici et maintenant les acteurs. Et il rajoute, il y a 2 conditions à ça. Le premier, il faut qu'il y ait un cadre juridique quand même. Il faut redéfinir clairement ce que sont les alliances en complément justement de l'État. Il n'y a pas contradiction entre l'horizontalité que représenteraient les alliances et la verticalité étatique. Il y a seulement des procédures et des temporalités différentes. Donc un cadre juridique qui redise au fond aux uns et aux autres, parce qu'on a besoin de ça en France, qui redise aux uns et aux autres ce que l'on fait et les moyens que l'on donne aux alliances. Et deuxièmement, ça nous a très intéressés autour de la question de la fiscalité, se noue pas seulement la question des ressources financières, mais au fond un débat, parce que derrière la question de la fiscalité, il y a un débat sur le bon, le juste et l'efficace. Le bon, c'est ce qui est bon pour le territoire ou la nation. Le juste, c'est les types de rapports sociaux et de rapports entre partenaires. L'efficace, c'est l'efficace des technologies, des innovations. Et au fond, au travers de la fiscalité, il n'y a pas seulement qui reçoit quoi, qui donne quoi, mais au fond, un débat pour que la fiscalité soit efficace, d'une cohérence entre les fins et les moyens, de sorte que s'assurer que la dépense soit un investissement, de sorte de s'assurer que ce que l'on alloue sur le court terme soit bénéfique sur les externalités aussi de moyen et de long terme. Au fond, vous le voyez, dans ce cadre-là, les alliances pour nos interlocuteurs permettent aux différents acteurs une reprise sur le cours des choses, sur le destin. Et au fond, on le sent bien, les régressions actuelles de nature diverse, dont les régressions politiques, viennent justement d'un sentiment de dépossession. Eh bien, nos leaders, nos décideurs disent il y a des expériences qui dès maintenant existent, qui sont les alliances, dont on comprend qu'elles permettent, au fond, une reprise en main de nos destins, qui permettent de sortir de la défiance et, au fond, de faire que le potentiel que recèlent les territoires, les acteurs, l'intelligence humaine puisse se déployer. Donc, en un mot, le récit des alliances, c'est d'abord le récit de la nouvelle période qui s'ouvre, dont les alliances sont le levier de résolution dans une harmonisation bien comprise avec un État. Ça oblige à la fois les alliances, l'État, les politiques et les différentes parties prenantes de la société civile. Merci beaucoup, cher Stéphane. On voit bien que l'ODD 17 en pratique, cette économie de l'alliance dont il est question aujourd'hui, est au cœur finalement de cette logique, qu'il en reste à en inventer
le récit est grâce à vous, puisque la mission n'est pas terminée, elle se traduira par un récit, puis par une charte d'engagement réciproque pour justement porter ensemble cette dynamique. Merci Stéphane, je suis persuadé que les 350 catalyseurs territoriaux se sont régalés et se régaleront plus encore lorsqu'ils liront le texte qui va avec cette interview. Merci à vous, à très bientôt. Merci et nous sommes heureux de contribuer à votre travail collectif qui a déjà toute une histoire dans cette nouvelle période au fond qui arrive et qui va ancrer encore plus tout ce que vous avez fait. Merci. Merci à vous. Alors effectivement, je peux te dire que les catalyseurs se sont bien régalés et ça tombe bien parce qu'en fait c'est l'heure du déjeuner, donc on va faire une petite pause et qui va être un peu spéciale parce que c'est une pause en safari, on vous emmène faire un safari. Alors en territoire de co-construction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez voir et suivre le parcours de découverte des outils pour les territoires, des outils qui vont vous permettre de vous informer, de vous former et d'agir efficacement. Et vous allez voir que pour chacun de ces 3 objectifs, on aura 3 exemples. Pour s'informer, on aura l'exemple de l'application Map in Action, de SINDUP, de l'Observatoire des partenariats. Pour se former, vous aurez l'exemple du MOOC d'Essec Le Rameau sur les alliances qui changent les territoires, des formations du Comité 21 sur les ODD et la formation que l'AFF, en partenariat avec Le Rameau, a produit sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et enfin, pour agir efficacement, 3 outils. Pousse Paris, Idealco et Je veux aider. Donc tout ce parcours va être disponible bien sûr sur la plateforme l'ODD 17 en pratique. Donc je vous souhaite un très bon safari et puis on se redit à tout à l'heure à 14 h exactement. Bon appétit!